si on rentre dans la course au capitalisme numérique, on sera au mieux une colonie, une des colonies les plus puissantes, mais on restera une colonie. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça nous condamne à utiliser les armes de l'adversaire, mais il contrôle toutes les armes et il est en situation de monopole. Donc il faut partir des besoins, on l'a dit, je l'ai dit longuement tout à l'heure. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voudrais juste terminer, insister sur le fait, pour la raison pour laquelle on ne peut pas reproduire le modèle, c'est que ce modèle, il est insoutenable écologiquement, ça a déjà été dit, mais c'est un modèle qui nous mène à la guerre. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais on peut pas séparer, par exemple, les velléités de colonisation du Groenland ou les accords, que veut faire Trump avec l'Ukraine sur les minerais stratégiques, si on comprend pas que c'est très lié à ce capitalisme numérique. Jean-Luc l'a dit en introduction, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'air. Il y a des infrastructures matérielles et notamment les terres rares, toutes les minéraux stratégiques pour construire les semi-conducteurs et tout un ensemble de matériaux qui sont indispensables à ce capitalisme numérique. Eh ben, ce sont pas des ressources infinies. Donc ça nous mène à la guerre. Par ailleurs, je pense aussi, la raison pour laquelle il ne faut pas reproduire ce modèle, c'est que de toute façon, c'est un modèle qui peut amener même à un effondrement économique. L'affaire DeepSeek l'a montré. Il y a un côté guerre froide, missile gap dans ce que font les Américains. On met toujours plus de milliards pour essayer d'épuiser l'adversaire, la Chine, etc. Et paf, les Chinois ont réussi à faire une application qui, même si elle coûte sûrement plus cher que ce qu'ils ont bien voulu dire, était quand même beaucoup moins cher que ChatGPT. Donc ça n'a pas de sens d'essayer de reproduire ça, parce que de toute façon, il y a des failles en plus dans ce domaine. Et enfin, je terminerai, alors là je fais un pas de côté, mais juste parce que j'ai pas eu le temps de le dire, le champ de bataille, il passe sur le plan du droit international, il passe à l'intérieur de l'ONU. On a affaire à des nouvelles frontières de l'humanité. Dans le cas du droit international classique, humanitaire, etc., je détaille pas parce que je suis déjà trop long, on s'appuie sur quelque chose de déjà existant. Donc c'est ce qu'on dit par exemple sur le Proche-Orient. Il faut s'appuyer sur le droit international, bâti largement après la Seconde Guerre mondiale, même s'il avait des racines historiques plus anciennes. Là, en matière de numérique, il n'y a rien, ou il n'y avait rien. Or, et c'est là qu'il y a un problème, c'est que l'ONU, elle est aussi le produit de ceux qui la composent. Et là, il y a une bataille à l'intérieur de l'ONU entre une vision qui serait un simple forum de gouvernance multipartite, mais où en fait les GAMAM, notamment, ont un poids déterminant. Et ça, c'est le plan d'action pour la coopération numérique qui a été produit en 2020, et après des travaux qui ont été largement influencés, par exemple, par la fondation Gates, etc. Et en parallèle, donc ça existe. Et en parallèle, par contre, on n'a pas les vrais forums multilatéraux entre États avec des acteurs publics qui décideraient du droit international. C'est la bataille qui se joue en ce moment et elle est intense.